Donc voilà, 2 ans et demi de notes. Ensuite j'écris une version papier. Toujours, je commence toujours par le papier, le stylo. Et en 1 an, enfin finalement j'écris paradoxalement assez vite. J'écris une version papier en 1 an à peu près. Et ensuite je fais la version ordinateur, traitement de texte. Et là le bonheur commence. Enfin je suis heureux après disons 4 ans, peut-être ça peut être 5 ans, je ne sais plus. Enfin les 6 derniers mois, là c'est euphorique parce que je sais que je suis sur la pente. Je sais que j'ai la pente qui m'emporte et je vais jusqu'au bout. Et je savais comment j'allais terminer, ce qui est quand même aussi un gros soulagement quand on a aperçu qu'on sait comment on va terminer. Bon, après, il y a les 40 pages pour arriver à la fin, mais l'histoire de la physique quantique, j'étais tombé sur un article qui m'a complètement fasciné, et je m'étais dit, c'est formidable d'écrire. Ça me rappelait justement aussi des romans du XVIIIe siècle qui n'ont pas de fin, comme Jacques Le Fataliste, qui a plusieurs fins, Diderot suppose plusieurs fins. Et là, grâce à la Libye de la physique quantique, tout à coup, je pouvais imaginer plusieurs fins possibles dans des univers séparés et parallèles. C'est dans la Nietzsche aussi, c'est formidable. La Nietzsche, à la fin de la Théodicée, imagine des bifurcations, et que soit un tel ouvre la porte et va à tel endroit, soit il n'ouvre pas la porte, soit il sort par telle autre porte. Et à chaque fois, il imagine des situations comme ça, et des univers, ce qu'il appelle un groupe possible. Donc je retombais sur mes pieds. Et après, parce que tout prend forme et tout prend sens à la fin, je me suis rendu compte que je l'appelais Blériot, parce qu'il y avait dans tout le roman une obsession de l'ascension. D'ailleurs, ça commence le jour de l'ascension, c'est la première page. Il reçoit le coup de téléphone de Nora, quand il est en voiture, qu'il va dans son café, resto, il reçoit. Mais c'est pas du tout voulu, ça. Hein. Et à la fin, ça se termine par cette espèce d'univers ascensionnel et vertigineux, où on est perdu dans les univers parallèles. Et Blériot, voilà, c'était l'homme de l'ascension. Enfin, il y a comme une espèce de code de non codé mystique d'un personnage qui veut toujours s'élever. Et après, tout à coup, je me suis rendu compte que plusieurs fois, il y avait la métaphore des cosmonautes. 2 ou 3 fois, il y a des épisodes de cosmonautes qu'il aperçoit à la télé. Il regarde Star Trek avec sa femme. Une autre fois, il est dans un hôtel, il aperçoit deux cosmonautes qui se séparent, montent chacun dans leur fusée. Enfin voilà, il y a 3-4 fois des épisodes de cosmonautes. Et je n'avais jamais fait la liaison entre Blériot, les cosmonautes, le jour de l'ascension, et mes espaces simultanés, et les univers infinis de la fin. Et là, on a une grande jubilation intellectuelle, peut-être un bien grand mot, enfin en tout cas une grande jubilation, parce qu'on a l'impression qu'on a fait quelque chose de cohérent, et on en a la preuve tout à coup. Alors qu'on a travaillé pendant 5 ans sans savoir où on allait. Comme quoi, c'est comme si on avait on a une unité secrète dans notre imaginaire, qu'on ne devine pas, intellectuellement on ne l'aperçoit pas, mais en réalité il y a une véritable unité, mais qu'on n'aperçoit que tout à la fin. Quand l'objet est fini, tout à coup on s'aperçoit qu'il y avait quelque chose de cohérent, de dense et de fini. Voilà. Et après il n'y a plus de problème, il n'est plus question d'ajouter une page, où l'objet est clos sur lui-même. Et ce qui me fascine toujours, c'est que quand j'ai terminé un livre, mais même avant de le terminer, mais surtout quand j'ai terminé, donc j'ai cette structure fermée sur elle-même, je me rends compte que c'est tellement dense à l'intérieur, et c'est d'une densité tellement folle, qu'on ne peut pas y mettre une tête d'épingle de plus. Par exemple, à un moment donné, j'ai des amis que je suis allé voir, et ils ont 2 chats, qui s'appellent l'un Moché et l'autre Pointu. J'avais adoré ces 2 noms de chats. 2 vieux chats Moché et Pointu, et je m'étais dit, il faut que je place ça. Et j'imaginais que Tannenbaum, par exemple, aurait pu avoir 2 chats. C'était bien le genre de personnage à avoir 2 chats. Et je trouvais que c'était génial qu'il ait 2 chats Moché et Pointu. Et puis je me suis rendu compte que ça posait tout à coup des problèmes insolubles, parce que tout était tellement serré, qu'après ça retentit sur plein de choses, puisqu'il va partir au Maroc à la fin, que Blériot va habiter chez lui, qu'est-ce qu'on fait des chats, enfin, parce que le lecteur il n'oublie rien.
lecteur. Vous lui laissez moche et pointu, il veut savoir à la fois ce que sont devenus les chats. Et du coup, c'est vous qui vous trouvez encombré des 2 chats que vous avez sur les bras pendant tout le roman. Et on peut plus, alors que ça paraît simple pourtant. Ben non, vous ne pouvez plus ajouter une tête d'épingle là-dedans, tant c'est dense. Voilà comment je perçois les choses. Ça se construit peu à peu. Là, c'est la théorie du couche par couche. Au départ, il y a un autre personnage, malheureux. Il y en a un qui est heureux dans Nora, l'autre qui est malheureux. Au départ, il n'y a que ça qui les différencie, grosso modo, et puis leurs 2 noms. Leur métier, mais sinon, il n'y a pas de grande différence. Et là, on est obligé tout à coup de déconstruire, non pas en antithèse, c'est un peu simpliste, que l'un soit totalement le contraire de l'autre, mais il faut progressivement inventer à l'autre une personnalité qui va se dessiner, et le côté religieux, par exemple, de Murphy, d'en faire un Américain catholique, bon, ça c'est un truc qui me vient très tard, et brusquement ça me paraît justifié. Je trouve que c'est cohérent avec le personnage, il a un côté comme ça, rigide, des valeurs, une éthique que n'a pas Blériot. Blériot est plutôt dans le cynisme, et donc c'est deux éthiques de comportement totalement différents, mais pas opposés. Parce que j'avais envie aussi qu'on ait toujours un peu le sentiment, et d'ailleurs c'est perceptible à la fin, quand Blériot arrive à Londres et qu'ils se découvrent pour la première fois tous les deux, qu'on ait le sentiment tout à coup que l'un est quelque part le double de l'autre, qui a un rapport en miroir, et c'est pour ça que, en fait, Blériot a le sentiment qu'il va s'évanouir, enfin qu'il va tourner de l'œil quand il aperçoit quand Murphy se présente, parce que c'est comme s'il avait traversé le miroir à cet instant-là. Et dans le roman, j'ai fait en sorte que souvent, les débuts de chapitres prêtent à confusion, volontairement. Je commence par un « il », alors que je pourrais très bien commencer par un Murphy ou Blériot. Et le « il » fait que le lecteur, pendant quelques dixièmes de seconde, ne sait pas si je parle de Blériot ou si je parle de Murphy. Plusieurs fois j'entretiens ce doute, cette situation flottante, parce que voilà, il y a une espèce de continuité étrange, on passe de l'un à l'autre, et à un moment donné je l'explicite en disant que quand l'un marche, on a l'impression que les deux se suivent dans des couloirs parallèles. Bon voilà, il y a des effets de parallélisme entre eux que j'aimais bien. Je ne voulais pas les mettre dans une situation non plus de rivalité, de haine et tout ça, même si lorsque Nora revient de Londres, évidemment elle a droit à une scène de la part de Blériot, mais c'était pas très important. Quelque part l'un respecte toujours l'autre, et est fasciné par l'autre qui ne connaît pas. J'aimais bien ce rapport d'attraction étrange qu'il pouvait y avoir entre les deux personnages masculins. Et puis ça permettait une fin, pour Murphy, une fin moins dramatique. Je voulais qu'à la fin, voilà, Murphy soit loin de cette histoire, il vit aux États-Unis, et il lui fait une citation biblique, et il lui dit un jour les âmes se retrouveront et tout sera apaisé. Voilà. Et bon, j'aimais bien cette conclusion quand il lui téléphone de Brooklyn.